Vous l'ignorez peut-être, mais je sais tout de vous. Je connais votre nom, votre âge. Je sais qui sont vos amis, si vous êtes gay, bi, hétéro ou asexuel. Quelle musique vous écoutez, pour qui vous votez. Et tout ça, je le sais grâce à ces lunettes. À vrai dire, ce ne sont pas ces lunettes qui m'informent, puisqu'elles sont en carton. Laissez-moi vous montrer où je veux en venir. Imaginez un peu. Vous portez une paire de lunettes intelligentes tout droit sorties du futur. Et à chaque coup d'œil, ces lunettes vous révèlent tout sur la vie de ceux que vous croisez. Un regard, un geste du doigt, et vous savez quel livre une personne vient de lire. Ou quel film elle a vu dernièrement. Et parmi eux, ceux qui appartiennent à la catégorie réservée aux plus de 18 ans. Grâce à vos lunettes, vous n'ignorez plus rien, pas même la situation financière des gens que vous croisez. Et vous voyez tout aussi distinctement ce qu'il en est de leur état de santé. Une personne est déprimée, névrosée ou angoissée? Tout cela, vous le savez grâce à ce petit bijou technologique. Et maintenant, allons encore plus loin. Imaginez que vous ne soyez plus le seul à posséder ce genre de lunettes, mais que tout le monde en porte. Un regard furtif, et ce jeune homme en sait déjà plus long sur vous que vous n'auriez jamais osé en dévoiler lors d'un premier rendez-vous. Avec ces lunettes, chacun connaît désormais les divertissements numériques favoris de son prochain. En parlant de premier rendez-vous, voilà ce que ça pourrait donner. Tout cela vous paraît peut-être digne d'un scénario de science-fiction. Et pourtant, pas autant que vous pourriez le penser. Je vais vous montrer. La Silicon Valley en Californie. C'est ici que naissent les concepts futuristes qui façonnent notre présent numérique. Voici Sebastian Thrun, fondateur de l'e-université Udacity. Dans une autre vie, Sebastian a été à la tête d'un service ultra confidentiel, Google X Lab, ancienne filiale de Google consacrée à l'innovation. Il a notamment été responsable du développement des Google Glass, les fameuses lunettes créées par le géant du web. Nous lui demandons si notre scénario tient la route. Je pense que ça va arriver, que nous aurons une caméra capable de reconnaître les visages et de fournir des informations sur les gens et les objets. En interne, nous avons pu installer la reconnaissance faciale sur nos lunettes et obtenir des infos en passant par Google+. Pendant les tests, c'était magique. Il n'y avait même plus besoin de se souvenir de quoi que ce soit. Il suffisait d'aller vers une personne et on apprenait plein de choses sur elle. Ou de l'aborder et de lui dire « Tu viens d'écrire ça sur ton mur Facebook, on en parle ?» Ces technologies vont nous donner la chance inouïe de devenir bien plus intelligents que nous le sommes aujourd'hui.
C'est important de reconnaître les gens. Moi-même, il m'arrive d'avoir du mal à remettre quelqu'un que je n'ai plus vu depuis longtemps. Je trouverais ça génial de pouvoir aborder les gens que j'ai oubliés en lançant d'entrée de jeu. Nous avons discuté ensemble il y a 3 ans et demi et c'était super intéressant. Dommage que ça ne soit pas le cas. Et ça ne s'arrange pas avec l'âge. Lors de la conférence annuelle de Google en 2012, le cofondateur de la société, Sergey Brin, dévoile Glass, une paire de lunettes à réalité augmentée. Portées par un parachutiste, les lunettes filment le saut en direct. Auparavant, Google avait déjà attisé la curiosité en diffusant sur YouTube le quotidien fictif d'un hipster new-yorkais hyper connecté. La firme de Mountain View est alors persuadée d'avoir inventé le 4e niveau d'évolution de l'ordinateur. D'abord énorme, ensuite d'une taille permettant de tenir sur un bureau, puis dans une main, et enfin posé sur le nez. Avec le projet Google Glass, nous avons voulu savoir s'il était possible d'avoir l'ordinateur avec nous partout où nous allons. De le placer devant les yeux, dans les oreilles, sur le nez, devant la bouche, puisque ce sont ces interactions qui nous intéressent. Notre idée était de faire pratiquement disparaître la technologie pour qu'on ne remarque quasiment plus sa présence. Cette version de Google Glass était appelée Explorer, car il s'agissait avant tout d'une expérience. Nous avons pu recueillir les avis d'un petit nombre d'utilisateurs qui l'ont testé. Nous n'avons pas lancé un produit fini sur le marché. Glass, ce n'est pas qu'un test technique, c'est aussi une expérience sur l'acceptation de la technologie par notre société. Comment le monde réagit-il face à quelqu'un qui porte un ordinateur devant les yeux? Curiosité et enthousiasme, certes, mais les réactions de rejet sont tout aussi nombreuses. Les développeurs qui déambulent avec leurs prototypes sur la tête dans les rues de San Francisco, ville connue pour être férue de technologie, sont traités de zinzin. On invente même le néologisme « glass hole », jeu de mots entre glace et l'injure « asshole ». À l'entrée des bars, bistrots et autres salles de sport, des affiches interdisant ce type d'appareil fleurissent. Sur le net, les anti-Google Glass se déchaînent et les porteurs de lunettes connectées seraient même victimes d'agressions isolées. Chaque nouvelle avancée technologique, qu'il s'agisse de la voiture, de l'avion, du smartphone ou même de l'ordinateur portable qu'on utilise dans un café, a besoin de temps pour être acceptée par la société. Il faut que l'idée parvienne à s'imposer de manière globale. Et ça prend du temps. Je pense que les technologies utiles finiront par se faire leur place. Au début, il y a toujours un certain scepticisme, parce qu'on ne connaît pas l'objet et ses implications. Mais s'il s'avère que la technologie en question est vraiment utile, elle va forcément s'imposer. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour Glass. Un jour, nous porterons tous ces lunettes. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour moi. Et pourtant, impossible de mettre la main dessus pour l'instant. Car si en laboratoire, la reconnaissance faciale de Glass fonctionne, Google se refuse à commercialiser des lunettes capables d'identifier les visages. L'entreprise a d'ailleurs interdit à ses développeurs de programmer des applications de reconnaissance faciale. Nous proposerons ce type de technologie lorsqu'en parallèle, les produits pourront être parfaitement conformes au respect de la vie privée. Google a d'ores et déjà annoncé une refonte du projet Glass. Après tout, il ne s'agit pas d'un simple joujou technologique de plus. L'utilisation de lunettes connectées entraîne une vision hors norme, et des angoisses qui le sont tout autant. Les lunettes hyperconnectées ne sont pas une invention du 3e millénaire. Dès 1968, un pionnier de l'informatique, l'américain Ivan Sutherland, met au point le tout premier visiocasque. Le prototype de Sutherland est appelé épée de Damoclès. Et pour cause, ces lunettes sont si lourdes qu'elles doivent être soutenues par un bras mécanique. En plus de ressentir des douleurs dans la nuque, leur utilisateur fait une expérience inédite pour cette époque. Il voit des cubes flotter devant lui. C'est la naissance du casque de réalité virtuelle et les premiers pas d'un objet qui va chambouler notre perception de ce qui nous environne. La réalité virtuelle fascine et promet de nous plonger dans des mondes inconnus. Pas étonnant que le psychologue et adepte du LSD Timothy Leary ait mené des expériences avec ses lunettes bien avant que l'industrie du jeu vidéo ne s'empare de cette technologie au début des années 90. En revanche, les lunettes dites à réalité augmentée, comme celles utilisées par l'armée, sont assez récentes. Avec elles,
l'utilisateur ne se retrouve pas plongé dans un monde factice, mais dispose de graphiques et d'informations projetées dans son champ de vision. Au lieu de l'escamoter, ces lunettes enrichissent notre réalité d'informations complémentaires. Osterhout Design Group, en version courte ODG, est inconnu de la plupart des médias et des passionnés de technologie. C'est à San Francisco, tout près du siège de Google, qu'ODG loue un étage de bureau et a aussi installé un petit atelier. La société y produit environ 1 millier de paires de lunettes connectées par an. Le modèle actuel s'appelle R7 et sa fabrication est garantie artisanale. Prix de vente, 2 700 $ pièce. Un processeur quad-core, 64 Go de mémoire et un double affichage semi-transparent en haute définition. Si les Google Glass sont un vélo de course, le dispositif produit par ODG est une Harley Davidson. Et cela correspond bien à l'image que renvoie l'entreprise. ODG n'est pas une start-up de haute technologie comme les autres. C'est un véritable laboratoire de technologie à la James Bond. Pas étonnant qu'on trouve les services du gouvernement américain parmi ses plus gros clients. Tout a commencé en 1984, lorsque notre fondateur Ralph Osterhout et des ingénieurs ont conçu et développé les lunettes de vision nocturne PVS-7, utilisées pour l'opération militaire Tempête du désert. Elles sont d'ailleurs encore utilisées dans bien des régions du monde. Aujourd'hui, ODG travaille avec la NASA à l'élaboration de lunettes intelligentes pour la navigation spatiale. Des constructeurs automobiles font partie de sa clientèle, ainsi que des hôpitaux et des entreprises de logistique. Sans oublier les militaires et les gardes-frontières. L'une des premières applications de cette technologie pour le compte du gouvernement a été l'identification biométrique. Les lunettes sont équipées d'une caméra orientée vers l'avant et d'un micro qui permet d'enregistrer les voix. Nous avons donc commencé par tester ce dispositif sur la police militaire, mais aussi aux postes frontières. Il fallait porter les lunettes pour identifier les visages, en particulier ceux d'éventuels criminels. Nous montrons à Pete Jamison notre scénario de lunettes capable d'identifier les gens et d'incruster des informations sur eux avant de lui demander son avis sur la question. Il est très facile de mettre en œuvre la reconnaissance faciale sur des lunettes connectées. Il suffit d'un logiciel qui utilise la caméra pour enregistrer, pour prendre un visage. Les données sont transférées à un serveur via un réseau. Ensuite, de puissants algorithmes sont utilisés pour comparer ces informations avec d'autres données faciales. Si le logiciel trouve une correspondance, les informations sont envoyées vers les lunettes et projetées devant vos yeux. C'est aussi simple que cela. Inutile d'espérer pouvoir s'en procurer une paire. Pour l'instant, elles sont réservées aux militaires et aux gardes-frontières. Cela dit, la société de San Francisco ne détient pas le monopole des lunettes intelligentes. Aux quatre coins du monde, on s'emploie à mettre au point une nouvelle génération de lunettes connectées. C'est notamment le cas chez DHL. Au lieu de scanner à la main et d'utiliser des listes, la société de transport teste une nouvelle méthode de travail. À titre expérimental, elle a équipé les employés de ses entrepôts de lunettes connectées. Résultat, moins d'erreurs et une efficacité en hausse de 25%. C'est du moins ce qu'assure DHL. Ces nouvelles possibilités fascinent aussi artistes et cinéastes. Ils présagent que demain, de la cuisine au rendez-vous galant, plus aucun domaine de la vie ne restera privé. C'est ce que semblent confirmer les travaux initiés par les mastodontes de l'industrie high-tech. Tous travaillent déjà à l'élaboration de leurs propres lunettes connectées, ou du moins à leurs diverses utilisations. Avec son casque nommé HoloLens, Microsoft compte par exemple révolutionner l'enseignement de l'anatomie. De son côté, Epson veut aider les dentistes à avoir une vue imprenable sur nos dents. Quant au japonais Sony, il a développé des lunettes à réalité augmentée censées enrichir notre quotidien d'informations et de conversations. L'appareil est même déjà en vente, mais pas encore pour le grand public en Europe. Et tandis que ces lunettes intelligentes se feraient lentement un chemin dans notre vie quotidienne,
Google planche déjà sur la suite. La firme californienne développe actuellement des lentilles de contact intelligentes, bref, des lunettes sans lunettes. C'est par le biais de l'utilisation professionnelle que les lunettes connectées pourraient bien s'immiscer dans notre quotidien. Après tout, c'est ce qui s'est passé avec les ordinateurs. Nous les avons apprivoisés au bureau avant de les faire entrer dans nos foyers. Et puis, ces lunettes intelligentes permettent de faire des choses étonnantes. Avec un GPS devant le nez en permanence, impossible de se perdre dans une ville étrangère. Au supermarché, il suffit d'un coup d'œil au code-barre pour comparer les prix. Et sur les réseaux sociaux, on pourra échanger entre amis d'une façon nouvelle. Je vois ce que tu vois, même si je ne suis pas à côté de toi. Mais ces lunettes pourront-elles reconnaître les visages et identifier les gens? Et si oui, quel en sera l'impact pour notre société? Quels seront les changements dans notre vie? Il faut le savoir, cela fait bien longtemps que l'on travaille à des machines capables de reconnaître les gens. La capacité humaine à différencier de manière fiable des oreilles, des nez et des yeux fonctionne étonnamment mal. Dès les années 60, des informaticiens se lancent donc dans des expériences visant à enseigner aux machines comment reconnaître les visages. L'un des pionniers dans ce domaine s'appelle Woody Bledsoe. Il constate que les positions, les expressions du visage et la luminosité influent sur les résultats et la fiabilité de la reconnaissance faciale informatisée. Dans les années 80, Matthew Turk et Alex Pentland ne parviennent pas non plus à régler ce problème malgré l'utilisation de vecteurs propres appelés eigenfaces. Toutefois, leur méthode fonctionne. Elle diminue la complexité des images, puis effectue des comparaisons, le tout instantanément, y compris sur d'importantes masses de données. Mais seulement en conditions de laboratoire. Ce n'est qu'en 1997 que Christoph von der Malsburg parvient à faire reconnaître des gens à un ordinateur à l'université de Bochum, en Allemagne. Des personnes dont le visage n'est pas forcément neutre, souriant ou directement orienté vers la caméra. Son logiciel est commercialisé sous le nom de ZN-Face. La Deutsche Bank et plusieurs aéroports figurent parmi ses premiers acquéreurs. Avec les avancées fulgurantes sur le marché des caméras et des ordinateurs ces dernières années, les machines sont de plus en plus douées en reconnaissance faciale. Des machines capables d'identifier les gens? Ce n'est plus de la science-fiction depuis longtemps. Ici, à l'aéroport de Francfort, les machines contrôlent déjà les passeports des arrivants, uniquement ceux des citoyens européens pour l'instant, et seulement s'ils le souhaitent. Le passager s'avance vers le portique avec son passeport. Il le pose sur le scanner, côté photo d'identité, ce qui lui permet d'être lu grâce à la puce électronique. Le sas s'ouvre et le passager peut entrer. Une photo biométrique est réalisée. Elle est comparée aux données qui figurent sur le passeport. Si les résultats ne révèlent pas d'anomalie, par exemple que la personne est sous le coup d'un mandat d'arrêt, le sas s'ouvre et elle peut quitter le portique et entrer sur le territoire allemand. Ce robot frontalier confronte les données du passeport au fichier des personnes recherchées comme le ferait un humain. Par ailleurs, la machine se contente de comparer la photo du passeport avec le visage du voyageur. L'installation n'enregistre aucune donnée. Elle n'est pas en mesure de stocker des données, qu'elles soient personnelles ou non. Il s'agit d'un réseau fermé réservé à la police allemande. Il n'est en aucun cas relié à l'Internet public. La société Cognitech de Dresde a son stand dans ce salon professionnel de la biométrie et de la technologie de sécurité. Elle conçoit des algorithmes de reconnaissance faciale et équipe les robots douaniers de l'aéroport de Francfort.
À la base, le recours à la reconnaissance faciale et à toutes les technologies biométriques, telles que l'empreinte digitale et la reconnaissance de l'iris, est destiné au secteur de la sécurité. Ce qui est important, c'est la précision de la reconnaissance. Il peut y avoir un certain pourcentage d'erreurs. Par exemple, la personne titulaire du passeport ne va pas être reconnue parce que la photo est de mauvaise qualité. Dans ce cas, le rejet est injustifié. Mais en théorie, il est à l'inverse possible que la mauvaise personne arrive à passer parce que l'algorithme n'est pas assez puissant. Quand on développe des algorithmes, l'objectif est bien entendu de réduire au maximum la probabilité d'une erreur. Mais que se passe-t-il lorsque cette technologie quitte l'environnement sûr des contrôles frontaliers pour se disséminer dans la nature, au cœur d'un espace public déjà en grande partie surveillé par des caméras? L'algorithme peut-il permettre de reconnaître certains individus au milieu de la foule, voire tous les individus? Aujourd'hui, nous avons des versions de cette technologie qui fonctionnent avec des caméras en direct, ce qui est bien entendu un champ d'application très important. Nous en sommes au stade où, avec ce genre de caméra, nous pouvons même identifier des visages de loin. Pour cela, il faut tout de même que certaines conditions soient remplies. On ne peut pas reconnaître un visage qui fait 3 pixels sur une image vidéo. À l'heure actuelle, ce n'est pas parce qu'on place une caméra dans la rue qu'on peut reconnaître tout le monde. C'est encore loin d'être le cas. Pas si rassurant que ça. Surtout quand on pense à la vitesse à laquelle la résolution des capteurs photographiques évolue. La reconnaissance faciale, c'est comme un mème Internet, un phénomène viral qui s'insinue dans tous les domaines de notre vie. Actuellement, les casinos diffusent une vidéo publicitaire mettant en scène un système automatisé qui reconnaît dès leur arrivée les joueurs compulsifs et leur interdit l'accès aux machines. Bientôt, à l'entrée des entreprises aussi, des machines scruteront le visage des employés et des visiteurs. On confiera aux humains des tâches moins élaborées. Et il n'y a pas que les entreprises qui veulent savoir qui entre dans leurs murs. Plus de 30 églises dans le monde ont déjà fait l'acquisition d'un logiciel de reconnaissance faciale. C'est en tout cas ce qu'affirme Moshe Greenspan, le développeur du logiciel ChurchX. Grâce à son programme, les assidus du sermon dominical se font connaître du prêtre et les plus réfractaires à la quête sont vite repérés. De son côté, le géant chinois du web Alibaba est en train de mettre au point un procédé permettant de payer rien qu'en présentant son visage à une caméra de smartphone. Plus besoin de code ou de mot de passe. Même nos animaux n'y échapperont pas. Pour les inconditionnels des chats, par exemple, le système Bistro contrôle d'abord le faciès de l'animal avant de verser de la nourriture. Si le même chat a tendance à se montrer trop gourmand, la machine le repère et cesse la distribution. Ça vous fait rire? Alors on vous déconseille le théâtre Teatreneu de Barcelone. Ici, un système de reconnaissance faciale comptabilise les rires de chaque spectateur. À la fin de la soirée, chacun paie son billet en fonction de l'activité de ses zygomatiques. Face à cette invasion de scanners faciaux, la résistance s'organise. CiviDazzle, un procédé imaginé par le New-Yorkais Adam Harvey, permet de tromper les algorithmes de reconnaissance faciale à grand renfort de crêtes et de motifs peints sur le visage. Peu discret, mais très efficace. On peut même trouver des lunettes contre les lunettes qui voient tout. Grâce à des LED, cette invention japonaise paralyse tout système de reconnaissance faciale. D'un point de vue esthétique, en revanche, les lunettes anti-violation de la vie privée semblent tout aussi extravagantes que leurs cousines hyper connectées. Une entreprise parisienne s'est fixée pour objectif de faire entrer le principe de la surveillance par reconnaissance faciale dans les foyers. Ce petit cylindre en métal du nom de Welcome connaît les habitants de la maisonnée et gare aux intrus. Si jamais un visage non enregistré fait irruption dans le logement, il peut provoquer l'alerte via une application smartphone. Les particuliers sont eux aussi emballés par la technologie de surveillance. Les gens achètent chaque année 16 millions
de caméras domestiques pour mettre chez eux. Donc le marché préexistait. Nous n'avons pas créé le marché ni ce besoin consommateur. On est venu l'adresser avec un produit qui fait quelque chose de plus, qui est la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale à demeure, pour la plupart des gens, c'est un peu comme si Big Brother s'installait chez eux. Mais pour Fred Potter, des caméras à reconnaissance faciale améliorent bien plus le quotidien que de simples caméras de surveillance. On peut s'en servir effectivement pour surveiller certaines personnes en particulier, mais avant tout pour ne pas enregistrer ses proches. Un produit équivalent qui n'aurait pas la technologie de reconnaissance faciale va enregistrer tout le monde indifféremment. Une caméra qui est chez vous va vous reconnaître, voir votre visage, elle va voir vos expressions, voir si vous êtes triste, si vous êtes heureux, si vous avez froid. Et elle va pouvoir, grâce à ce contexte, prendre des décisions dans votre maison, comme par exemple si vous sortez de la douche, montez le chauffage. Pas besoin d'être fêlé ou parano pour trouver étrange qu'un parc-mètre nous connaisse personnellement. Et qu'est-ce que ce genre de parc-mètre pourrait bien savoir sur moi s'il me reconnaissait? Nom, âge, adresse, ou bien l'endroit où je compte me rendre? Pas besoin de services secrets qui fouinent dans vos données, ni de cyberpirates pour ça. C'est le genre d'information très facile à déduire. Il suffit d'observer ce que nous faisons. Chaque individu est un être à part, du moins par certains aspects. Pour le reste, on peut s'étonner des similitudes entre les gens dans leur façon de consommer, leurs préférences culturelles et leurs opinions politiques. Plus il y a de données à disposition, plus les ordinateurs sont performants et plus il est facile d'identifier des schémas, d'établir des profils du comportement humain, des ensembles de règles inconscientes qui régissent les penchants, les goûts et les convictions. Et ce sont ces ensembles de règles qui font fantasmer les marchands. Nous voulons connaître chaque individu sur Terre, a dit Neil Ash, le directeur de la branche e-commerce du géant Walmart. À cet effet, le groupe enregistre toutes les heures environ 1 million d'opérations d'achat dans sa base de données. Walmart sait par exemple qu'immédiatement après un cyclone, les gens achètent 7 fois plus de galettes Pop-Tarts qu'en temps normal. Qui peut bien se targuer de mieux connaître sa clientèle que Walmart? Les pionniers de ce procédé appelé exploration de données ne viennent toutefois pas du commerce, mais de la police. Dans les années 70, le président de l'Office fédéral de la police criminelle allemande, Horst Herold, surnommé Mr. Computer, introduit l'analyse de données par la police criminelle sous le nom de recherche systématique. La réussite est au rendez-vous. En 1977 et 1978, les données de compagnies aériennes sont passées au crible. Le profil recherché est celui d'Asiatiques voyageant seuls et ne séjournant que brièvement en Allemagne. 350 passeurs de drogue sont ainsi démasqués. Le trafic d'héroïne depuis la Chine et la Malaisie s'effondre, temporairement du moins. En 1979, la police arrête Rolf Heisler, membre de la RAF. Parmi les 16 000 habitants de Francfort à avoir payé sa facture d'électricité en liquide, il est le seul à ne pas avoir déclaré de changement de domicile. Par ailleurs, il n'est pas enregistré comme propriétaire de véhicule ou bénéficiaire d'allocations familiales. Mais la recherche systématique ne fonctionne pas à tous les coups. Lorsqu'en 1993, la police criminelle bavaroise tente de remonter la trace d'un groupe mafieux, elle contrôle tous les citoyens italiens originaires du sud de leur pays et âgés de plus de 18 ans. Sans succès, bien sûr. Ces résultats peu concluants continuent d'alimenter la controverse autour de cette technique. Toutes les entreprises l'utilisent, et pas que les enquêteurs. Leur base de données, Internet. Supposons que nos lunettes hyperconnectées reconnaissent le visage d'une personne qui passe par hasard. Grâce au profil public et au service de partage de photos en ligne, elles ont tout de suite trouvé son nom. Elles ont repéré sur Facebook quel contenu elle a liké,
quels tweetos elle suit et quelles vidéos YouTube elle aime. Elles savent aussi si elle tient un blog et encore toutes sortes de choses pour nous sans grand intérêt. Cette branche de la recherche est encore très récente, mais à partir de ces renseignements pour le moins insignifiants, les chercheurs peuvent d'ores et déjà déterminer avec une grande certitude l'orientation sexuelle d'une personne, son niveau d'intelligence, son âge, ses opinions politiques, si elle est émotionnellement stable ou névrosée. Nous rencontrons Veselin Popov, chercheur au Centre de psychométrie de l'Université de Cambridge, un institut pluridisciplinaire spécialisé dans l'analyse des comportements en ligne. Les gens doués d'une intelligence supérieure ont tendance à aimer Mozart, la science et les débats intellectuels, mais aussi les orages et marcher dans les feuilles mortes. Nous avons aussi établi une corrélation entre le fait d'être doté d'une intelligence faible et d'aimer les Harley-Davidson. Les libéraux aiment Leonard Cohen, les conservateurs la chaîne de sport ESPN. Les personnes émotionnellement instables apprécient la famille Adams, tandis que les plus stables pratiquent l'escalade. Les gens heureux de vivre aiment Indiana Jones, ceux qui broient du noir écoutent plutôt le groupe de heavy metal Lamb of God. Pour une personne extérieure, cela peut sembler arbitraire, voire hasardeux. Mais pour les chercheurs, il s'agit de corrélations significatives, fondées sur les données fournies par 6 millions de volontaires. Ils ont eux-mêmes souvent été surpris de la précision de leurs évaluations. En fait, nous avons découvert que notre modèle informatique en sait plus long sur les gens que n'en savent leurs propres amis, les membres de leur famille, leurs conjoints ou leurs collègues de travail. Plus nous collectons de données, et plus notre modèle gagne en précision, ce qui nous permet d'être plus performants que l'entourage de la personne. Entre de mauvaises mains, cette technologie pourrait devenir très dangereuse. Avec des connaissances en statistiques, un régime autoritaire ou tout simplement des personnes mal intentionnées peuvent exploiter nos données pour construire un dispositif susceptible d'être utilisé contre la population. Si des pays dans lesquels l'homosexualité est condamnée parvenaient à déterminer l'orientation sexuelle des gens, ce serait très dangereux. C'est pour ça que les entreprises, les gouvernements, mais aussi les chercheurs doivent absolument attirer l'attention du public sur les dérives possibles. Un détecteur d'homosexuels dans une Russie homophobe, un radar à opposants dans une Arabie saoudite autoritaire. Les chercheurs pensent que de telles applications ne sont pas difficiles à mettre en place. Leur contre-stratégie, des algorithmes accessibles ainsi que des méthodes et des modèles de calcul transparents. Cette nouvelle façon d'analyser le comportement humain n'a évidemment pas échappé au monde de l'entreprise. C'est au cœur de la City, le centre économique et financier de Londres, que la start-up estonienne Big Data Scoring a pris ses quartiers. Elle analyse le comportement des internautes et évalue leur solvabilité. Généralement, nous collectons jusqu'à 15 000 données par personne. Elles proviennent majoritairement de différentes sources sur Internet. Nous dénichons tout ce qu'il peut y avoir sur le web à votre sujet. L'existence d'un blog, par exemple, ou votre présence sur les sites d'enchères comme eBay. Nous regardons si vous y vendez quelque chose, à quelle fréquence, et aussi quel est votre niveau d'activité sur Facebook ou d'autres sites. À quel point vous êtes visible, si on peut trouver des informations sur vous, combien et lesquelles. Tout cela nous intéresse. Alors, suffit-il de poster quelques habiles billets de blog sur des voitures de luxe et des diplômes universitaires factices sur un profil Facebook pour décrocher un crédit avantageux? Erkki Kert coupe court à tout espoir de ce genre. Évidemment, les gens peuvent falsifier quelques informations, mais la masse de données que nous analysons est tellement vaste qu'il est impossible de les inventer toutes. De toute façon, les faussaires ne sauraient pas quoi contrefaire. Et puis même s'ils le savaient, ils ignorent comment s'y prendre. Vaut-il mieux avoir 10 ou 50 blogs? Personne ne sait ce qu'il faut faire pour obtenir un crédit plus intéressant.
L'évaluation du risque client, c'est le premier domaine d'application de ces algorithmes prédictifs. Mais il y a fort à parier que d'autres domaines de la vie suivront bientôt. Nous nous concentrons sur le crédit, mais ce type d'approche peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise qui veut pouvoir évaluer les risques de ses clients. Aujourd'hui, on trouve bien plus d'informations concernant les individus sur Internet que partout ailleurs. Ça prendra peut-être du temps, mais les responsables d'autres secteurs finiront par recueillir les données pour prendre des décisions. Il y a quand même un soupçon d'ironie dans cette histoire. Pendant des années, les autorités de protection des données nous ont mis en garde contre les informations personnelles que nous divulguons sur Internet. Selon elles, mieux valait ne rien publier sous notre vrai nom, et surtout pas des photos. Soyez invisibles sur la toile, nous disait-on. Et voilà qu'aujourd'hui, moins on trouve d'informations vous concernant sur le web, et moins vous avez de chances d'être dans la course. Car demain, les propriétaires utiliseront des algorithmes prédictifs sur les traces que nous avons laissées sur la toile pour décider de nous louer ou pas l'appartement de nos rêves. Pas de compte Instagram, pas de blog et un profil Facebook privé? Désolé, nous ne pouvons rien pour vous. En plus de nos certificats de travail, les profils individuels établis par des sociétés telles que Big Data Scoring seront passés au crible par les recruteurs. Des profils dans lesquels nos likes sur YouTube révéleront notre capacité à gérer le stress. Trop de chatons mignons en favoris? On vous rappellera, merci. Les sites de rencontres compareront les schémas de données des célibataires. Et tôt ou tard, une simple application smartphone recensera toutes les informations glanées et les traits de personnalité qui en découlent au sujet de personnes qui nous sont totalement étrangères. Et voilà comment on en revient presque à nos lunettes hyper connectées. Donc, ce que nous savons, c'est que les lunettes intelligentes, c'est pour demain. La reconnaissance faciale est tout à fait au point. Et les schémas de comportement en ligne permettent d'établir de magnifiques profils individuels. Tout ce qui reste à faire, c'est d'assembler ces trois technologies. Et nous voilà avec des lunettes connectées. Les géants de la toile pourraient franchir ce pas, mais ils s'y refusent. Avec DeepFace, Facebook possède par exemple un algorithme de reconnaissance faciale de premier ordre, mais n'en autorise l'accès à ses utilisateurs que de manière très partielle, voire pas du tout en Allemagne et en France, pour des raisons de protection des données. Les grandes sociétés high-tech savent très précisément l'impact social qu'aurait l'assemblage de ces technologies. Elles refusent d'être le fer de lance de cette révolution et préfèrent attendre. Mais si les grandes entreprises restent en retrait, les petites, elles, sont prêtes à combler les lacunes. C'est le cas de SkaCache, une application qui se vante de pouvoir reconnaître les visages des célébrités. Il y a aussi Recognizer, l'outil du parfait harceleur qui promet de retrouver la page Facebook, les informations Skype et la chaîne YouTube d'une personne à partir d'une seule photo. À Las Vegas, Facial Network va encore plus loin. Cette start-up travaille sur un tout nouveau réseau social fondé sur la reconnaissance faciale. Du côté de NameTag, la reconnaissance faciale n'a rien d'une fonctionnalité honteuse. Au contraire, elle est au cœur du produit, une sorte de méta Facebook capable de régurgiter toutes les informations liées à un visage sur le net. Auteur et chercheur en sciences culturelles, Michael Zeman imagine tout à fait notre scénario de lunettes hyper connectées devenir réalité. Que se passe-t-il si je croise des connaissances sans les reconnaître? Ce logiciel m'aidera à les identifier, à retrouver leur nom et le contexte dans lequel nous nous sommes rencontrés. Dans son dernier roman, l'auteur de science-fiction Anya Kummel décrit un avenir proche de notre scénario. Ces personnages partagent en permanence leurs expériences et savent tout ou presque les uns des autres. Pour moi, ce qui joue un rôle central dans cette histoire, c'est la dimension de consentement et de choix. Si je décide librement de révéler des choses sur moi, très bien. Mais si certaines données me concernant me sont dérobées pour être confiées à d'autres gens sans me demander mon avis, là, je ne suis plus d'accord.
Une fois, je me suis complètement perdu à Bangkok. Le problème, c'est que je devais prendre un avion et que je me trouvais au mauvais aéroport. S'il avait suffi que je regarde autour de moi pour que le logiciel m'indique des anglophones à qui m'adresser, ça m'aurait permis de gagner beaucoup de temps et d'éviter du stress. Imaginons que je me trouve sur une application de rencontre et qu'une personne me paraisse séduisante. Je peux me dire, tiens, peut-être que nous partageons des intérêts similaires et que ça vaut la peine de faire connaissance. Mais au fond, je ne suis pas vraiment convaincue. J'aime aussi laisser leur place à l'imagination, la contemplation, le mystère. Je pense que cette transparence totale compliquerait un peu l'affaire. Ludwig Engel est futurologue. Selon lui, nos lunettes qui voient tout représentent un défi pour l'empathie humaine. Si nous savions tout sur tout le monde, qui sont telles personnes et ce qu'elles font? D'un point de vue sensoriel, nous serions incapables de gérer un environnement aussi complexe que celui d'une ville. Quelque part, le fait que nous n'émettions que certains stimuli et que nous ne réagissions qu'à certains autres, c'est une façon de faire le tri. On n'a pas forcément envie d'être exposé à une déferlante d'informations sur autrui à n'importe quel moment. Ce serait renoncer à une part de notre liberté, car nous serions incapables de ne pas réagir avec empathie à la vie des autres. Nicht empathisch als Mensch, wenn ich denn die Lebensgeschichte des anderen kenne. Au fond, je crois que l'empathie est une ressource limitée. Le problème qui se pose si la société tout entière devient plus transparente, c'est qu'il y aura davantage d'occasions de ressentir une empathie, mais que celle-ci se heurtera vite à ses propres limites. Je pense qu'on pourrait développer une sorte de filtre pour éviter de tout percevoir quand on marche dans la rue. Peut-être que le cerveau humain s'adapterait et créerait lui-même de nouveaux filtres. L'économiste Shoshana Zuboff est bien connue pour dénoncer les nouveaux modèles commerciaux basés sur les données. Pour elle, notre scénario futuriste est tout bonnement effroyable. C'est un signe clair d'une mutation du capitalisme, ce que j'appelle le capitalisme de surveillance. Et l'action de ce capitalisme est visible à travers ces appareils. La technologie n'a rien à voir là-dedans. Il s'agit en réalité d'une nouvelle forme d'accumulation de capital, une méthode encore inédite dans l'histoire du capitalisme. Nous commençons à peine à saisir les enjeux de ces technologies. C'est de notre plus profonde perception de nous en tant qu'êtres humains qu'il est question, de notre vie commune en tant qu'êtres sociaux, de notre façon de nous comporter les uns envers les autres. C'est de notre représentation de la liberté, du libre arbitre, de la découverte que nous parlons, et de l'amour aussi. Aux États-Unis comme en Europe, le débat autour de la vie privée et de la surveillance est forcément chargé d'émotions. Trop, selon Michael Zeman. Quand on parle de surveillance, on évoque souvent des scénarios totalement différents. Ça va de « je vais être abattu par un drone à cause de la signature de mon téléphone portable » à « je reçois des pubs personnalisées sur Internet ». On met tout dans le même panier, comme s'il s'agissait du même degré de menace. Je trouve ce discours vraiment exagéré. Il faut arrêter de parler de surveillance généralisée, parce qu'aujourd'hui, la surveillance est pour ainsi dire inhérente à notre société. Il est temps de différencier un peu tous ces scénarios. Depuis la nuit des temps, les innovations technologiques ont suscité les critiques. Ceux qui les formulent voient dans ces changements une mutation de la condition humaine. Ils les associent à la peur de l'avenir. C'est certainement crucial dans la rhétorique de la critique sociale. Mais en fin de compte, ça n'a rien à voir avec la technologie proprement dite. Je ne pense pas qu'il faille ralentir le progrès.
Chaque vague de développement, chaque cycle d'innovation de l'industrie du numérique est maintenant ramené à quelques jours, voire à quelques heures. Une instance régulatrice ne sera jamais en mesure d'intervenir assez vite. Il est donc impossible d'empêcher cette évolution et de la bannir de notre société de quelque façon que ce soit. C'est précisément le caractère inéluctable des avancées technologiques que les protecteurs des données considèrent comme un mythe. C'est une histoire totalement inventée. Un mythe qui voudrait nous faire croire que la technologie est devenue incontournable, que nous ne pouvons rien y faire, que tout est écrit. L'autre aspect de ce mythe, c'est que non seulement la technologie est incontournable, mais qu'en plus il est trop tard pour revenir en arrière. C'est comme si nous avions ouvert la boîte de Pandore et qu'il était impossible de remettre les démons, les évolutions technologiques à l'intérieur. Mais c'est tout simplement faux. Je pense qu'on peut tout à fait ralentir le progrès technique, le faire traîner un peu. Mais aussitôt qu'une nouveauté sera abordable pour la plupart des gens, qu'on tente de l'interdire ou pas, elle va s'imposer. Shoshana Zuboff, elle, est catégorique. Un grand danger plane sur l'humanité. Nous sommes humains, un point c'est tout. Parfois nous avons besoin de nous rouler en boule, de nous replier un peu sur nous-mêmes, à l'abri des regards. C'est dans ces moments d'intimité que nous pouvons vraiment être nous-mêmes et que nous apprenons à nous connaître. Pas au travers du regard des autres, mais en ressentant ce qu'il y a au plus profond de nous. Il nous faut des refuges, bien sûr. Mais ces endroits, il me semble que nous les avons déjà, et il n'est pas question de nous les enlever. L'espace public n'est pas une zone protégée, sinon on ne l'appellerait pas espace public. Il ne s'agit pas d'empêcher quelque chose qui risquerait à l'avenir de réduire encore plus notre sphère privée. Non, il s'agit d'accepter que la sphère privée telle que nous l'avons conçue et voulue jusqu'à présent, à l'intérieur de nos quatre murs, n'existe plus sous cette forme. En conséquence, il nous faut commencer à réfléchir à la façon dont cette sphère privée peut se matérialiser pour nous, à l'intérieur de ce nouveau monde. Les collections de données que nous avons vues illustrées dans ce film existent déjà bel et bien. Elles se trouvent déjà sur plusieurs serveurs. En revanche, seul un nombre très restreint de personnes y a accès. De Facebook à nos mairies, des opérateurs de téléphonie mobile aux boutiques en ligne, tout le monde ou presque stocke, collecte et trie allègrement des données en tout genre, sans pour autant en ouvrir l'accès aux autres. Pour Michael Zeman, c'est précisément là que se situe le problème, et non dans le fait de recueillir des données. En agissant ainsi, nous créons un important déséquilibre des forces. Il faudrait se demander si la solution pour notre avenir numérique est vraiment là. À l'opposé du discours sur la protection des données, un mouvement nommé Post-Privacy s'est développé. Il propose que toutes les données soient partagées. Ce serait toujours plus démocratique et plus juste que de laisser l'accès à ces données à seulement une poignée de personnes. À mes yeux, cette course aux armements n'est rien d'autre que la capitulation face à un cauchemar. C'est l'apologie de l'impuissance. Le message que cela renvoie, c'est « puisque nous ne pouvons rien faire, autant déposer les armes ». C'est une contre-mesure qui va niveler le terrain et nous faire basculer dans un cauchemar total. Un cauchemar universel dans lequel plus personne n'a l'avantage, puisque nous sommes tous aussi démunis les uns que les autres face à cette situation.
L'idée de la post-privacy ne peut être un argument que dans un monde où toutes les autorités ont baissé les bras, où l'esprit humain a capitulé, où nous avons tous renoncé à essayer de façonner la société que nous souhaitons, dont nous avons besoin et que nous méritons. Ich denke, gerade wenn es diese Technologien der Pour ce qui est des technologies censées étendre numériquement notre espace vital, je crois qu'il faut nous ôter de l'esprit que c'est une vision du futur. Car de fait, nous y sommes déjà depuis des années. Si nous cessons de projeter ça dans un futur que nous pouvons encore empêcher, nous pourrons peut-être enfin gérer le présent. Nous serons ainsi dans la position d'accepter le fait que c'est déjà une réalité et mieux réfléchir à la façon de nous y accoutumer. Peut-être faut-il en effet cesser de vouloir dissocier le présent et l'avenir, étant donné la rapidité avec laquelle les avenirs deviennent présents. Ou bien à l'inverse, si nous ne pouvons plus parler d'aujourd'hui, autant débattre sur demain. Et pourquoi ne pas commencer par les lunettes connectées qui savent tout et voient tout ?